Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous avez appuyé sur lecture pour un nouveau numéro de l'émission Super Friends qui s'intéresse aux personnes qui font vivre la culture bande dessinée, la culture comics, la pop culture par leur travail. Et vous le savez, à First Print, même si on a le comics dans notre ADN gravé au plus profond de nos gènes, on aime de temps en temps élargir nos horizons éditoriaux pour un peu parler simplement de création de bande dessinée et d'édition au sens plus généraliste. Et on a aujourd'hui un invité qui a baigné dans la pop culture de toute façon et qui fait de la bande dessinée entre autres aujourd'hui, puisque c'est un créateur qui œuvre sur beaucoup de fronts. David Mourier est dans First Print. Bonjour David. Bonjour, et j'aime les comics aussi. Oui, justement, voilà. Mais de toute façon il y a des questions un petit peu en cheval de Troie, okay, puisqu'on te reçoit effectivement pour parler, on va parler justement de ton dernier projet de bande dessinée que tu fais aux éditions Exemplaires. Exactement. Mais on va profiter de ce podcast pour parler de création, d'édition, de ton rapport à la pop culture aussi, et un peu de dépression je crois, parce qu'il y a un gros sujet par rapport au BD que tu sortes, et t'as de la chance d'être en face d'un autre dépressif, donc voilà, ça va être un super... ça va être... Mais t'as vu que je te reçois chez moi et que t'es entouré de pop culture. Ah oui, non, on peut pas faire plus. Non, clairement, je me sens comme à la maison presque, sauf que toi, beaucoup trop de figurines et de choses comme ça que moi je n'ai pas encore, j'ai pas encore assez adulté pour avoir... T'as pas mon âge surtout. C'est ça. Voilà. Je cumule depuis plus longtemps que toi. C'est vrai. Voilà. Mais justement, alors David, alors bon, j'imagine que pas mal de gens qui nous écoutent connaissent ton nom, t'ont vu à la télé, t'ont vu sur internet, ou t'ont déjà lu aussi, puisque t'as déjà quand même pas mal de bandes dessinées à ton actif. Mais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, et parce que c'est aussi la première fois que tu viens dans le podcast, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Qui est David Mourier? Alors je m'appelle David Mourier, je suis ardéchois de base, mais je vis à Paris parce qu'à un moment il faut monter à la capitale pour faire son travail. J'ai commencé avec la vidéo, même si mon rêve de gamin était de faire de la bande dessinée. C'est la vidéo qui a marché en premier, donc je fais des trucs sur internet avant l'invention de YouTube. Donc en 99 déjà je mettais des sketchs sur internet, donc je suis un peu vraiment le père Fouras du web quoi. Et les années ont passé et j'ai vraiment beaucoup d'années ont passé et j'ai été parmi les premiers à arriver sur la chaîne No Life d'Alex Pilote. Je suis venu avec Didier Richard et Monsieur Poulpe. On a créé une série qui s'appelait Nerds à l'époque, qui a pas mal marché. Puis de Nerds, on a créé un talk show qui s'appelle J'irai loler sur vos tombes. Et de là, ça a découlé le Golden Show qui a amené un peu l'ère du sketch sur Internet, puisque du Golden Show est né Studio Bagel et Golden Moustache. Voilà, donc on est dans cette mouvance là. Et en même temps, j'avais un blog BD qui marchait pas très bien. Mais j'ai quand même réussi à éditer une BD en 2009 qui s'est bien vendue. Du coup, les éditeurs, après, ont dit, bon, malgré ton dessin moche, on va éditer tes BD. Et j'ai sorti 2 carnets chez Ankama, qui sont mes premières BD chez un vrai éditeur, parce qu'avant c'était des petites éditrices, un peu amateurs. Là, c'était vrai éditeur Ankama, et donc les 2 carnets ont bien marché. Et je suis parti de chez Ankama pour faire chez Delcourt La Petite Mort. Et alors là, La Petite Mort, c'est mon succès d'édition, vraiment. Et en plus, c'est devenu un dessin animé. 4 tomes, voilà, une série animée ensuite. On est à 7 tomes de La Petite Mort. Alors 4 tomes dans l'univers. Ouais. Avec le personnage principal qui est La Petite Mort. Après, il y a eu La Petite Fille de La Petite Mort, La Petite Mort Origine, et là, dernièrement, La Petite Mort 1,5, où je mets un album entre 2 albums. J'aime bien les comics, c'est les malin. comics, ils font ce genre de trucs, tu sais. Tu veux faire des numérotations comme ça, un peu à la con. Ouais, c'est ça, ouais. Tu reviens, tu dis, et si ça s'était pas passé comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure avant, mais moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la saga du clone de Spider-Man. D'accord. J'aime beaucoup l'idée que pendant 30-40 ans, t'as pas suivi le bon personnage. Je trouve ça génial. Voilà. Ça, un mindfuck que j'aime beaucoup. Donc voilà, et donc voilà, en gros, vous avez sûrement vu mon dessin animé et vous saviez pas que c'était moi, La Petite Mort sur YouTube. Et puis vous avez sûrement vu des sketchs du Golden Show et c'est le mec dans le sketch On dit que tu t'encules de Golden Moustache. Oui, c'est ça, c'est moi. Voilà, ça c'est pour les présentations, mais justement tu évoquais la saga du clone. Alors bon, que toi tu as kiffé, tu es un rare. Non, pas forcément, mais ce que j'appelle la génération des années 90 qui a grandi avec ça, qui a forcément alors moi, vécu ce genre je suis né dans de les années choses. 70. Ouais, mais je veux dire que tu as été assez grand pour les lire au moment où ça sortait, tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors que moi 90 par contre, j'étais encore en train de me toucher Oui, on est là. Alors oui, mais moi j'aurais pu lire même quasiment la mort de Gwen Stacy, hein.
Oui. J'aurais parce que je crois que c'est 74, je crois, la mort de Gwen Stacy. Alors je t'avoue que là j'ai pas la date en tête principale. Mais en tout cas, oui. Alors moi je kiffais les comics dans les années 80. Donc pour moi, et en plus c'était à l'époque d'Alien et de Star Wars. Donc t'avais les X-Men dans l'espace qui combattaient des aliens nuls. Mais ça c'est mon enfance quoi. Spider-Man qui des fois fait des team-up avec Captain America. C'était ça mon enfance. J'ai tout lâché pour le manga début 90-92 quand c'est arrivé, Dragon Ball, Video Girl Eye, etc. J'ai fait mais en fait ces dessins animés que je regardais au Club Dorothée, ça existait en livre. Donc je suis passé à ça, j'ai arrêté le comics et c'est la saga du clone, donc fin 90, qui m'a ramené aux comics jusqu'à Civil War en 2008, je dirais, un truc comme 2006, ça. Civil 2006. War. Voilà, et après Civil War, j'ai un peu lâché les comics. Qu'est-ce qui te plaisait dans les super-héros à cette époque-là, quand t'en lisais du coup? Alors, j'avoue que en vrai, j'adore mes comics préférés, c'est des one-shot. Genre Dark Knight de Batman, le Frank Miller. Ouais, Frank Miller. Je vais pas être hyper original dans mes trucs. Wolverine Origin, qui est pour moi super BD. Le Clou. Oui, Arkham Knight, de Justice League. Et Red Son. Qui sont pour moi les comics qui m'ont le plus marqué, parce que si t'as pas lu plein de comics avant, bah ça te laisse froid. Parce que tu vois pas que le scénariste a pris l'univers et l'a complètement tordu pour te donner des surprises et t'amener autre part. Et voilà, j'aime ce genre de comics parce que j'en ai tellement lu gamin, des magazines et tout ça, avec des histoires moyennes qui allaient nulle part, que quand tu tombes sur un Red Son ou un Dark Knight, tu fais waouh, putain, ok, on peut raconter ça aussi. C'est-à-dire que tu lisais alors les revues Strange et tout ça. Moi les magazines, Strange, j'ai le Strange 200 qui m'a donné le goût de l'humour. Dans le Strange 200, je l'ai relu, mais je crois que c'est le comics que j'ai le plus lu enfant, et je lisais la page des gags. En fait, ils avaient amené des gags, et donc c'était « Et si Hulk n'avait pas un pantalon extensible ?» Et donc, t'as les mecs qui ont dessiné Hulk, donc les vrais dessinateurs de Hulk est en train de se cacher la bite parce qu'il était tout nu. Et si Tante May avec des super pouvoirs, t'as Tante May en iceberg, Tante May en Ante Mamie. T'as aussi une page toute blanche. Une page toute blanche où ça disait « Et si Moon Knight combattait et il choisissait que des héros blancs de chez Marvel, Iceberg au pôle Nord, et donc t'avais la page blanche. Du coup, c'est pas... Voilà. Et si Daredevil, j'adorais, et si Daredevil n'était pas aveugle mais sourd, et il tabasse des mecs, et t'as les mecs qui font « On va tout avouer !» Il fait « Mais à vous !» Et il continue à les taper. Et ça m'a donné le goût de la parodie, en fait. C'est 4 planches dans un numéro spécial, numéro 200, mais ils m'ont fait rire avec les super-héros, et ils m'ont fait rire. En fait, je crois que la parodie référentielle n'existait pas encore, ou en tout cas, moi, dans mon tête d'enfant dans les années 80, c'est pas quelque chose que tu avais perçu. Ouais, c'est pas un truc que j'avais perçu. Et ils m'ont fait découvrir que, parce que j'avais les références des super-héros, je pouvais rire dans ce livre des pouvoirs des super-héros donnés à d'autres personnages ou changer un truc. Et je pense que ça m'a complètement... ça m'a donné une voix à ma carrière, quoi. Vraiment, je me suis dit, et plus tard, j'ai commencé sur Internet en faisant des parodies de super-héros. J'avais fait des vannes, personne ne doit se rappeler de ça, mais Spider-Man qui combat les Bretons. Oui. C'était un Breton qui capturait Spider-Man et il lui mettait des galettes bretonnes dans la bouche de manière à l'étouffer. Enfin, bon, bref. C'était ce mélange-là, je l'avais trouvé donc je suis très magazine en fait à la base. Très magazine. Et puis il y avait aussi un sketch de Hangover de super-héros aussi en fait. Ouais, alors moi je suis dedans mais je l'ai pas écrit. C'est pas toi qui l'as écrit, d'accord. C'était je joue Xavier effectivement. J'ai sucé Magneto. Allez, du coup. Oui, pardon. Non mais moi j'ai un humour qui, enfin j'ai un gros sens de l'humour sur les blagues de caquette, donc effectivement si on commence à les rappeler toutes, ça, je vais juste rigoler et les gens ne nous écoutent pas pour nous entendre que rigoler. Bien sûr. On est là pour tu travailles sérieux aussi complètement, et justement tu as commencé donc sur le web, sur la vidéo, mais tu disais avant que ce que tu voulais faire c'était de la BD dès le départ. Pourquoi la bande dessinée alors? Je pense que c'est parce que c'était le lien, tu sais, on a toujours le lien avec les parents.
Et mon père, bon, il parle pas beaucoup. Par contre, je regardais la télé avec lui, forcément. Et aussi, il me lisait des BD tous les jours à 13h30 avant de retourner à l'école. Il me lisait une BD. Donc les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Astérix, Tintin. Donc les BD des années 80 franco-belges que nos parents connaissent. Et il m'achetait toutes les semaines Pif Gadget. C'était le lien. Toutes les semaines, j'avais mon truc de Pif Gadget et mon père me l'achetait. Il me l'a acheté pendant 15 ans, je dirais, Pif Gadget. Donc j'avais ce lien de la bande dessinée avec mon père. Et donc dès le CP, j'ai appris à lire pour lire des BD. Et donc c'était très logique pour moi de devenir auteur de bande dessinée. Voilà. Qu'est-ce que ça permet comme médium pour toi dans la façon de... Parce que c'est une façon très spécifique de raconter des histoires, donc... Et pour moi, c'était la seule façon de raconter des histoires. Je voyais pas un autre médium. Ok. Enfant, pour moi, c'était inaccessible, la télévision. Ça me faisait rêver, mais c'était inaccessible. Le dessin animé, ça me faisait rêver, mais c'était inaccessible. En fait, dans ta chambre, prendre une feuille, prendre un crayon, et dessiner un personnage et mettre une bulle, en fait, tu peux le faire à n'importe quel âge. Tu peux le faire avec quasiment n'importe quel crayon, n'importe quelle feuille, et tu t'exprimes. Et donc, pour moi, c'était la chose que j'avais, qui était disponible, en fait. Et je passais des étés à faire des bandes dessinées. Ma première BD que j'ai fait, je crois que j'étais vraiment au CP. C'était un personnage qui s'appelait L'Épée et tout ça. Je faisais des parodies de Pif Gadget. Voilà, je copiais mes gags préférés de Gaston Lagaffe et je mettais d'autres personnages à la place en faisant croire que j'avais inventé l'histoire. Bon, aujourd'hui, je fais plus trop ça, j'espère. Mais enfin voilà, donc c'était vraiment un... Et puis quand est arrivé Dragon Ball ou les Tortues Ninja, je faisais des BD de Tortues Ninja, des BD de Dragon Ball. C'était une manière de m'approprier ces univers, le rêve, voilà, des comics, etc. Mais le comics, j'imitais pas trop parce que c'est trop dur à dessiner, c'était trop réaliste. Ouais. Donc je galérais un peu trop dans le dessin des super. Oui, parce qu'on dit, t'as un style un peu plus cartoon, on va dire. Enfin, oui, très cartoon, très, très simple. Hein, voilà. Très bien. Tu peux un peu nous raconter les origines de ces deux carnets, donc 50 francs pour tout et 41 € pour une poignée de psychotropes, qui, donc tu disais, qui sont tes premières bandes dessinées chez une structure éditoriale très, 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 très professionnelle. Ouais, donc en gros, j'ai créé un blog BD en 2005 qui s'appelait Bad Strip, pour pouvoir m'exprimer. Et en gros, vu que je suis monomaniaque, je m'étais forcé à faire un post par jour. Et vu que je suis pas très sociable, au lieu de prendre une pause déjeuner avec mes collègues de travail, parce que j'étais j'étais graphiste au début, puis après directeur artistique chez Kazé, je faisais du DVD d'animation japonaise. Donc je faisais les graphismes des jaquettes ou les interfaces DVD. Et donc au lieu de manger avec les gens, je mangeais un sandwich à mon bureau et je faisais 3 cases d'une BD. Donc au début, c'était très simple. C'était juste 3 cases avec mon personnage qui parle aux gens. Voilà. Puis peu à peu est arrivée l'idée, vu que j'ai commencé une psychanalyse, de faire mon personnage, mais qui parle à un psy qui serait derrière moi. Et donc qui parle de... souvent, c'était des vannes que je faisais à mon psy. Hein, que je mettais, ou un truc méchant que me disait mon psy via ma psychanalyse. Cette psychanalyse, elle était née d'une rupture amoureuse. Et puis de problématiques d'adolescents et de syndrome sûrement de Peter Pan ou mes couilles, enfin tout ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des strips qui s'appelaient 41 €. Puisque c'était le prix de ma séance chez le psy. Non remboursé par la sécurité. Non remboursé par la sécurité. Ça fait mal. Oui. Et maintenant, c'est bien plus cher parce que 41 €, c'était il y a 15 ans. Ouais, ça a grimpé maintenant. Ouais, ça a grimpé. Et donc... je faisais ces strips-là, et puis peu à peu, je proposais d'autres types de BD où je racontais mes histoires amoureuses. Il était une fois une fille que j'ai rencontrée 2 fois, ou une autre BD qui s'appelle Moirf. Et puis peu à peu, on a édité ces BD. C'est là-dessus aussi que j'ai créé La Petite Mort. Hein. C'est sur ce blog qu'est né le personnage. Et un jour, je me suis dit, putain, j'ai plein de trucs dépressifs, de trucs d'histoire d'amour, etc. Ça pourrait être pas mal d'en faire une BD. Donc au début, j'en ai fait une BD franco-belge, classique. Et je suis allé démarcher les 2 filles, les éditions Adali, qui éditaient mes 2 premières BD. Et elles m'ont dit OK, tout ça. Sauf qu'au même moment, je travaillais avec Ankama, puisque Ankama produisait Nerds et une partie de No Life.
Et j'ai laissé mes BD aux mecs d'Ankama. Et les mecs d'Ankama, c'est des vrais dessinateurs, quoi. Et en vrai, ils me l'ont dit après. Hein. Ils m'ont dit oui. Ils ont regardé le dessin, ils n'ont pas lu. Ils l'ont mis sur le côté. Et ils attendaient plus tard pour me dire non. En fait, non. En fait, voilà. parce qu'ils aimaient pas ton approche du dessin, alors. Oui, oui, parce que pour moi, c'est pas assez arty pour eux. C'était pas assez arty, ce que je comprends tout à fait. Hein. Voilà. Sauf que Manu, un des 3 créateurs d'Ankama, a ramené le document chez lui et l'a laissé sur son bureau. Et sa femme, le soir, en allant au lit, cherchait un truc à lire. Et elle a pris mon document de 41 €, le premier test de 41 € pour une poignée de psychotropes. Elle a lu le truc, et là, elle a fait à Manu, elle a fait « Mais tu l'as lu, ça ?» Et il lui fait « Ah non, je l'ai pas lu, non. » Elle lui dit « Bah, tu devrais le lire. » Et il a fait « Ah bon ?» Et là, il a lu le truc, et c'est allé toucher son enfance, toucher... Enfin, je parle de mon enfance, mais en même temps, j'essaye d'être généraliste et d'essayer de toucher l'enfance de tout le monde, parce que, comme tu l'as dit, hein, t'es né plus tard que moi, a priori. 15 ans plus tard. Voilà. Et ça t'a quand même rappelé des choses. Ah oui, moi, il y a des choses dans lesquelles je me suis totalement retrouvé dans ce que tu abordes sur des angoisses, en fait, qui sont, j'imagine, un petit peu universelles. La peur sur de la mort, la la peur de savoir si t'as bien choisi la bonne vie, si t'es allé dans les bonnes directions, etc. La façon que tu as même de parler de la façon dont tu te noies dans le travail pour pas penser justement à des questionnements plus très concrets de la vie, ce genre de choses-là. Ouais, il y a des choses qui frappent, mais et même qui sont presque pesants, en fait. Ah bah ouais. Parce que parfois tu essaies de mettre des vannes et quand tu fais notamment des séquences, parce que c'est quand même des albums en fait qui ont plusieurs, enfin il y a un peu de collage, c'est pas très continué, mais il y a quand même ces strips de 41 € où c'est vraiment une scène en plan fixe en fait avec juste toi on va dire et le psy, où tout passe par le dialogue surtout, et dans ce que tu racontes, dans les choses que ton personnage raconte. Ouais, il y a des choses qui sont, quand tu lis tout d'une traite, à la fin, faut aller regarder justement un de tes sketchs plus joyeux pour compenser, parce que sinon ça. J'essaye un en peu tout pesant. cas, oui, de comment dire. J'essaye de faire rire, et en même temps, ça fait passer la pilule. Psychotrope. Voilà. Mais et donc du coup, tout le monde a lu cette BD chez Ankama, et finalement ils m'ont dit OK, on va la faire. Et il m'a dit, par contre, on veut tout que tu redessines. Ah. Et ils m'ont mis le créateur de Moutafoukaz. Ah, Ron, ouais. Ron. Et Ron m'a pris dans son bureau 1 heure. Et il m'a dit, ce que tu racontes, c'est des carnets, en fait. Parce que moi, je le dessinais comme une BD avant. BD franco-belge. Il m'a dit, il faut réduire le format. Ah, pardon. Il m'a dit, il faut réduire le format parce que ton dessin, il n'est pas joli sur un grand format. Ce sera plus joli sur un petit format. Et c'est lui qui m'a dit, rajoute du collage, rajoute des choses pour nous ramener encore plus près de ton enfance, plus près de ce que tu ressens. Et de là, j'ai eu qu'une réunion avec lui, et de là, j'ai fait OK, je suis parti, j'ai tout redessiné. Et j'ai proposé autre chose, et la BD est sortie. J'ai su par quelqu'un de proche de moi, qui était dans les réunions, que malgré tout ça, ils étaient persuadés de ne pas en vendre. Ouais. Et c'est vrai que c'est un projet assez atypique quand même. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça, même aujourd'hui, alors que l'offre s'est considérablement développée. C'est quand même quelque chose qui reste encore très atypique. Et du coup, oui, je suis un des rares à avoir fait ce truc-là, effectivement, ce carnet chelou. Et quand j'ai su qu'il pariait sur moins de 500 ventes, ça m'a piqué. Et j'ai dit à la personne qui s'occupait des dédicaces à Ankama, je lui ai dit, tu me mets des dédicaces les mercredis et tous les week-ends pendant 4 mois. Et vu qu'à l'époque, j'avais Nerds, à l'époque, j'avais le début de J'irai loler sur vos tombes, etc., j'avais un public. Et j'ai dédicacé comme un bâtard dans toutes les villes 2 fois par semaine. Et quand on est arrivé à 4000 albums vendus, j'ai eu un rendez-vous, on m'a dit « Mais t'as pas prévu une suite ?» Et là, j'ai fait « Non, mais on va le faire, et ça va s'appeler 50 francs pour tout. » Voilà. Et du coup, le carnet, coup sur coup, il y a eu 2 carnets, et les ventes ont explosé. Et aussi grâce à un truc, c'est qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il n'y a pas de
ce qu'on appelle de dos à ces albums. C'est-à-dire que le dos, c'est ce que vous peut-être vous appelez la tranche. Ouais, ça c'est l'erreur communément faite. Mais voilà, c'est ça. C'est le truc sur le côté quand tu ranges dans ta bibliothèque où tu vois écrit le titre. Spirou et Fantasio. Ouais. Voilà. Et ben là, il n'y en a pas puisque c'est des spirales. Oui, c'est comme un carnet, c'est comme les carnets que tu achètes à la rentrée quand tu vas à l'école. Du coup, à la Fnac, ils peuvent pas le mettre en rayonnage. Oui. Du coup, ils le posent devant comme si c'était une méga nouveauté hyper attendue. Et du coup, t'en vends plein. Ok, en fait, c'était l'astuce. Un coup de cul. On n'avait pas prévu ça. Ouais. On n'avait pas prévu. Parce que tu l'as pas refait après. Tu t'es pas dit, vas-y. Avec 50 francs pour tout, si. Ouais, non, mais pour les autres, pour tous les autres BD, tu l'as fait. J'ai pas fait. Non. Tu l'as pas fait quoi. Mais justement, quand tu dis que t'avais pas encore prévu de suite, mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires, de séances de psy et tout ça, c'est-à-dire que t'avais quand même tu te gardais du matériel en fait de tes propres expériences pour en rajouter après. Non, parce que c'est juste que la vie aussi a fait son cours et que du coup t'avais aussi de nouvelles choses à raconter. Non, parce que les 2 BD sont vraiment sortis coup sur coup. Ouais. Mais le truc qui s'est passé, c'est que dans 41 € pour une poignée de psychotropes, j'avais droit à 91 pages. Ouais. Et je voulais traiter, ça parle d'une histoire d'amour, d'une rupture, et je voulais traiter cette rupture. Mais pour traiter de cette rupture, pour expliquer quand même ce qui m'emmenait chez le psy, j'étais obligé de parler de mon enfance, du fait que je voulais pas grandir, etc., etc. Sauf qu'à un moment, dans la BD, j'arrive à un moment où je dois parler du collège. Mon collège, comme beaucoup de gens, ça a été une vraie catastrophe. Du coup, dans le 41 €, j'écris juste un truc sur le collège, très rapide, mais qui montre que c'était pas top. Et je dis, mais je ne parlerai pas de cette période-là. Et on enchaîne sur l'âge adulte. Mais en fait, t'allais en parler. Et quand on m'a dit, il faut faire une suite, j'ai dit, j'ai tout le matériel du collège. Et donc, dans le 2e album, 50 francs pour tout, là, c'est vraiment l'adolescence. Et quand t'es perdu dans l'adolescence. Et la finalité avec cette fille que je n'avais pas encore à l'époque dans 41 €. J'ai expliqué qu'après j'ai revu cette fille, etc., etc. Et les BD s'arrêtaient là. Sauf que ces BD, plein de gens m'en parlent. Beaucoup de gens me disent que ces BD les ont aidés à aller voir un psy, à accepter des choses dans la vie, etc., etc. Voilà. Et moi, ces BD aussi, pour moi, elles sont très importantes. Moi, j'allais te demander, est-ce qu'elles font pas partie même de ta psychanalyse en fait, que t'as complètement pu expurger en fait beaucoup de choses par Je vous donne ma dépression. Ouais. Voilà, je vous dis merci, voilà, je vous ai fait un paquet, allez-y, barrez-vous. Et donc là, c'est pire, parce qu'aujourd'hui, je fais un crowdfunding pour que les gens précommandent la BD pour avoir une dépression en septembre. Encore plus. C'est encore, tu vois, c'est encore plus vicieux. Et donc, 10 ans sont passés depuis la sortie de 50 francs pour tout. Donc, 11 ans depuis la création de 41 €. Et j'ai continué la psychanalyse. J'étais à 13 ans avec ce psy de psychanalyse. Et 11 ans. 11 ans de psychanalyse avec ce psy. Et j'ai fait 2 ans de plus avec un autre psy. Et donc, dans la nouvelle BD, je reviens sur les 10 ans qui sont passés depuis le dernier carnet. Pourquoi j'ai dû changer de psy ? C'est un passage très amusant de l'album. Que tu peux pas raconter en podcast. Que je vais pas raconter. Ça dévoilerait les choses. Ouais, je vais pas raconter là. En fait, je dessine les planches de BD en live sur Twitch pour motiver les gens, pour aller donner pour le crowdfunding. Et donc, je dévoile que les histoires d'amour. Je dévoile pas la psychanalyse, puisque finalement, les gens, ils viennent un petit peu pour avoir un petit peu du sulfureux avec les histoires d'amour. Je parle de cul aussi, des choses comme ça. Mais au final, le cœur de ces bandes dessinées, c'est la dépression. Et peut-être pas la dépression, mais plutôt la recherche de pourquoi on est comme ça, pourquoi on agit de telle manière. Est-ce qu'on est paumé ou pas tant par rapport à d'autres, etc., quoi. Donc ça, c'est pour ça que je veux pas le révéler. Mais effectivement, quand je dessine mes pages, je dessine des pages sur des histoires d'amour. Parce que oui, cette fille à l'époque m'a mis par terre, mais j'en ai trouvé une autre, pire, mieux, je sais pas. Voilà, et donc j'ai d'autres histoires à raconter. Donc c'est un truc qui montre que la vie est un cycle, effectivement, et que nous, on est peut-être bloqués dans nos propres cycles à nous, et qu'on recherche à recréer les mêmes choses pour que ces névroses nous protègent et nous empêchent de vieillir, ce qui n'arrive pas. Non. Parce que du coup, t'as pris de l'âge aussi. J'ai pris de l'âge, et puis avant
Le miroir me montrait pas grand-chose, mais là, maintenant, le miroir commence à me dire si, là, il se passe des trucs. Hein. Ouais. Et donc, ça agit aussi sur la psychologie, sur le côté, tu sais, on dit toujours, les meufs, des fois, elles disent moi, je veux pas d'enfant, et à 30 ans, où il y a un truc, il y a l'horloge, tu vois, qui fait tic-tac, et là, d'un coup... Et la pression sociale aussi, quelque part. Oui, je oui, dirais. aussi, oui. Et d'un coup, il y a je veux un gamin. Mais il y a aussi ce truc dans le miroir de ton physique qui fait que à un moment, tu sais, tu peux te dire que tu ne vieillis pas et que tu ne vas pas mourir. Et puis à un moment, ça devient quand même plus palpable. Hein. Voilà. Et donc, la BD va parler de ça. Et la BD s'appelle Le Monopole du doute. Ouais. Voilà. Elle va s'appeler Le Monopole du doute. Mais justement, parce que c'est pas toi qui l'as, le monopole de ce doute-là, c'est justement quelque chose que tu partages avec toutes les personnes. Alors oui et non. Alors, la vanne, alors déjà pour expliquer, donc 41,50 € pour tous seront à l'intérieur du bouquin, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu les acheter à l'époque. Bah non, et puis surtout que vu que maintenant Ankama en fait a plus les droits, en fait ils peuvent pas le rééditer, donc j'ai récupéré les droits. C'est introuvable en fait. Ouais, c'est introuvable. Donc pour les gens qui n'ont pas lu les 2 premières BD ou qui ne les ont pas, dans le Monopole du doute, il y aura les 2 premiers albums qui seront remis dans l'ordre, puisque comme je disais dans 41 €, à un moment je disais je ne parlerai pas de l'adolescence. Du coup, j'enlève cette page et je mélange les pages de manière à ce que ça soit plus linéaire. Ouais. Et après, on arrive dans ma vie d'aujourd'hui. Et très rapidement, on arrive sur un dialogue que j'ai eu avec mon ancien psy, où je lui dis, mais est-ce que j'ai choisi la bonne chose ? Est-ce que chercher à être connu, c'était vraiment une bonne idée ? Est-ce que j'aurais pas été plus heureux en Ardèche ? Est-ce que j'aurais pas été plus heureux en restant fonctionnaire ? En ayant des RTT, est-ce que j'aurais pas été plus heureux en cherchant à devenir médecin pour vraiment aider les gens, par exemple, ou voilà. Et à un moment, je dis à mon psy, des fois, j'ai l'impression d'avoir le monopole du doute. Et là, mon psy me dit, bah non, vous n'avez pas le monopole du doute. Je dis ah bon, et pourquoi ? Il me dit parce que quelqu'un qui aurait le monopole du doute, ce serait quelqu'un de très intelligent. Et donc du coup j'en ai déduit que j'étais une vraie merde. Ça veut dire il t'a traité de con en fait. Oui. Ok. Voilà. Pour être sûr de comprendre. Et donc j'ai fait ah ouais d'accord, ok. Et donc oui, avoir le monopole du doute, en fait oui c'est tout le monde doute. Voilà. D'accord. Comment tu inscris un peu ces bandes dessinées là particulièrement par rapport au reste de ton répertoire, parce que quand même dans les autres BD que tu as pu faire, bon alors t'as La Petite Mort qui a quand même un rapport assez morbide aussi, et j'imagine avec les angoisses propres que tu as sur la mort, où tu transformes ça en essayant d'en rire un peu, en fait, de faire de l'humour autour d'une question qui est sinon hyper angoissante en fait pour beaucoup d'entre nous, mais après t'as aussi des univers beaucoup plus joyeux et très pop culture, je pense à Super Caca par exemple, ce genre de choses là. Donc comment ça s'inscrit en fait cette thématique en fait qui est quand même parmi les plus sérieuses que t'as en fait dans ton œuvre? Alors pour moi ça c'est carnet, c'est moi, c'est vraiment ce que je peux faire de plus sincère. Pour moi ça s'inscrit un peu dans les mêmes BD, les Davy Mourier versus que j'ai sorti avec Lewis Trondheim, donc versus Cuba, versus la télévision ou versus la mort, où c'est des BD où c'est toujours autobiographique, où je raconte des choses qui me sont vraiment arrivées. À Cuba, j'ai vraiment vécu un ouragan à Cuba. Versus la mort, j'ai fait un vrai stage en thanatopraxie, donc j'ai vraiment mis un slip à un mort pendant que quelqu'un était en train d'enlever le sang à l'intérieur pour l'enterrer. Ouais, moi j'ai peur de la mort, mais j'essaye de comprendre. Et j'ai beau faire tous les trucs pour essayer j'ai touché des cadavres. Et l'angoisse de la mort est toujours là. Parce que tu essaies de rationaliser ça. J'essaie de rationaliser, ouais. En disant que c'est pas si grave. Que c'est pas si grave, que voilà, que ça arrive, etc. Mais ta propre mort, et la mort des gens que t'aimes, elle est inéluctable. Ouais, et impossible à. En fait, t'arrives pas à le concevoir, en fait. C'est hyper dur, quoi. Tu seras toujours surpris. Tu sais que ta grand-mère va mourir, mais t'es quand même surpris. Ouais, bien sûr. Et donc voilà. Donc ça, c'est des BD qui sont dans ce truc-là. Pour moi, La Petite Mort est une œuvre autobiographique. Ok. Bien cachée, mais c'est quand même La Petite Mort. Je suis 1m60. Mon père était fonctionnaire. Je suis rentré à la même mairie que lui quand j'étais enfant. La Petite Mort, ses parents lui disent
tu dois devenir fonctionnaire de la mort comme nous. Ouais, comme papa. Bon, voilà. Et la petite mort veut être fleuriste. Bon, moi, je voulais faire des bandes dessinées. On est vraiment pas loin de ma vie. Hein. D'accord. Mais bon, après, il y a de la fiction, etc. Puis quand l'animé est arrivé, j'ai raconté d'autres choses. Et après, il y a les BD pour enfants, effectivement. Donc, Super Caca, Chaton contre dinosaure, ou Les As de la Jungle, où j'ai juste fait les scénarios, mais voilà. Mais ça, c'est mes BD pour enfants. Ça, c'est autre chose. Là, je me dis, c'est-à-dire que t'as une mécanique de travail qui est complètement différente alors dans ce truc. Complètement. Comment tu le. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais que les gens qui écoutent, peut-être des producteurs, comprennent que, en fait, on peut faire des grosses blagues sur Internet où on se transforme en Katsuni et on se fait enculer par Monsieur Poulpe, et en même temps, faire des BD pour enfants avec des chatons qui combattent des dinosaures rigolos, en sachant très bien que tu vas pas placer une blague avec Katsuni dedans. On est grand et on sait faire. Parce que dernièrement, j'ai bossé pour France Inter et on est venu me contacter pour faire des histoires pour enfants pour expliquer les animaux. D'accord ? J'ai choisi le panda, j'ai fait une histoire sur le panda, etc. Et ben, c'est Brigitte Lecordier qui m'a pistonné parce que c'est elle qui fait la voix des animaux dans les trucs. Et elle a dit, il va très bien faire les trucs. Sauf que un des patrons, au début, a refusé en disant, non mais Davy Mourier, il fait que des blagues de cul, non, on va pas le prendre. Mais t'as été typecasté. Non, mais vous croyez quoi que je dois faire une histoire. Bon, alors c'est pour les 6 ans et ça parle de panda. Bien sûr, le panda met la bite dans le cul de l'éléphant. Mais je suis pas taré. Je suis pas taré. Mais effectivement, il y a des gens qui se disent non, mais c'est très facile, tu vois. Quand je fais des blagues avec des potes en soirée et quand des amis viennent avec un enfant, je vais pas faire les mêmes blagues. Enfin, on n'est pas. Enfin, on est humain, on peut partitionner les choses, quoi. Et donc, non, moi, je m'éclate autant à me redevenir Davy Mourier qui regarde le Club Dorothée, gamin, et donc qui vit des aventures du Club d'eau, soit devenir Davy qui adore Fluide Glacial et a envie de faire plein de trucs à Dieu dans une BD sur Fluide, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Et j'avais une question aussi par rapport au fait que tu as beaucoup travaillé notamment chez Delcourt. Ouais. Donc là aussi comme quand même une très grosse structure éditoriale, très je suis même quasiment tout que ça. Delcourt depuis quelques années, avec quelques incartades chez Chaton, c'est c'est chez Jungle. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ce que je voulais te dire, c'est que par contre pour cette réédition, enfin pour cette réédition augmentée en finale, donc de 41,50 € sous label Monopole du Doute, là tu passes dans une structure qui a rien à voir, qui est donc les éditions exemplaires, qui est en fait très récente, hein, c'était l'année dernière leur crowdfunding, je crois. Ouais, c'est peut-être même pas un an encore. Ouais. Où en fait c'est donc, est-ce que tu peux un peu nous présenter Oui, bien sûr. Donc en gros, il y a le marché de l'édition française où un dessinateur de bande dessinée va toucher un avaloir. Donc c'est-à-dire un avaloir, c'est une somme que l'éditeur décide de te donner que tu dois rembourser après. Et que tu dois rembourser avec les ventes de la BD. Et à partir du moment où tu as remboursé avec les ventes de la BD, tu touches un pourcentage sur les ventes de l'album. 8, 10%, 12% selon ton contrat. Voilà. C'est le truc de base. Et souvent, en France, on ne rembourse pas l'avaloir. Donc souvent, c'est la somme que te donne l'éditeur, ça sera ta paye pour faire la BD. Et cette somme peut aller de 3 000 € à, selon les gens, machin, mais souvent là-bas, c'est 10, 11 000 € pour un album de 96 pages. Que tu fais en combien de temps ? Ça dépend. Parce que cette somme-là sur 6 mois c'est bien, mais enfin et encore, sur 3 ans par contre ça devient familier. Les mecs qui font des dessins de ouf et qui prennent 3 ans pour faire un album, bah oui, t'as compris, 11 000 balles, tu payes pas ton loyer avec ça. T'es sous le seuil de pauvreté. Je pense, exactement. Et c'est le cas d'énormément d'auteurs de bande dessinée. Moi j'ai la chance d'avoir un dessin plutôt rapide, donc c'est vrai que je peux faire plusieurs BD par an, et ce qui me permet de pouvoir vivre de la BD. Voilà. Mais après, au-delà du dessin, il y a aussi l'écriture. Et après, je sais pas si c'est plus rapide pour toi aussi d'écrire. J'écris plus vite encore que je dessine. Ouais. Donc ça va. Mais bon. Mais parfois, les avaloirs sont pas mal. Et des fois, les avaloirs sont nuls. Vraiment. Genre 1000 balles pour faire une BD. Et voilà. Et t'imagines si tu rembourses pas, t'as 1000 balles pour avoir travaillé 7 mois sur un album. C'est que dalle, quoi. Donc, les éditions exemplaires se sont dit, il y a plus en plus de gens qui lancent des crowdfunding, sauf que les crowdfunding, quand t'es tout seul, c'est une galère de ouf. Parce que quand tu fais une bande dessinée,
faut la stocker, la BD. Ouais. Et mettre 1000 BD quand t'es dans un appartement parisien, bah, c'est compliqué. Tu vois. Alors moi, ça va. J'allais dire, je suis en train de regarder Moi, l'appart ça rentre. et Moi, ça rentre. il y a un peu de place. Ça va. Mais bon, bah, va ranger tes BD, va les envoyer par la poste à chaque personne. Si en plus tu fais un crowdfunding, il faut que tu aies des cadeaux à donner aux gens. En général, ouais. Donc comment tu fais pour produire les trucs si tu sais pas faire, etc., etc. Et donc il y a plein d'auteurs de BD qui ne se lançaient pas dans le crowdfunding parce que c'était une galère pas possible. Moi j'avais demandé à Maliki. Ouais. Et Maliki m'a fait un mail adorable. Mais quand j'ai lu le mail, j'ai fait je ne ferai jamais de crowdfunding. Maliki a été jusqu'à agrandir son garage de manière à fabriquer un muret pour les camions pour pouvoir apporter la livraison chez lui. Bon, c'est son système économique, donc oui, il fait quasiment que ça, du coup. Il fait que ça, et c'est très bien, tu vois. Mais je me suis dit, mais je vais pas... Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, à l'époque, j'étais dans un appart plus petit, tout ça, je me disais, bon, ça veut dire qu'il faut que j'envoie les BD en Ardèche chez mes parents. C'est-à-dire qu'il faut que ma mère, elle commence à gérer les stocks. Je me suis dit, c'est pas possible. Et Exemplaire, en fait, en gros, eux, ils te font un crowdfunding clé en main. Donc, ils te disent, bah voilà, nous, on prend 15% pour gérer les envois et le stockage. Ah, ok. Et donc, on peut te mettre aussi une éditrice, si tu veux. Elle prendra 5-6%. Et après, tu rajoutes les besoins. Est-ce que tu as besoin d'un graphiste? Le graphiste prendra tant de pourcentage sur ton truc, etc., etc. Et du coup, au lieu de te retrouver avec un 8% ou un 10% chez un éditeur classique, moi, là, je me retrouve avec un 35-36% sur la somme. Ce qui est quand même mieux. Bon, à savoir que je paye l'imprimeur sur cette somme-là aussi. Et les imprimeurs aujourd'hui, avec le prix du papier, ouais. Ben, sache que là, j'ai atteint les 500%. Alors, on enregistre ce podcast. Aujourd'hui, là, 500%. Et ben, il y a à 450%, l'imprimeur gagnait encore plus que moi. D'accord. Ouais. Tellement le prix du papier est élevé. Ça a doublé, ça a triplé, ça... Ouais, je crois que ça a triplé, je crois, un truc comme ça. D'accord. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Oui, parce que c'était la question, parce que bah, enfin, moi, je sais que... Maintenant que j'ai expliqué tout ça... Même si Exemplaire, en fait, parce qu'il y a plusieurs points, c'est que même si Exemplaire, effectivement, te fait les choses clairement, ça reste quand même un crowdfunding, donc ça reste quand même du boulot et une pression... Plus de boulot que chez un éditeur classique. Ouais, mais parce qu'en plus, tu dois être là tous les jours pour ta campagne, pour l'animer, pour tout ça. Donc, c'est pas... Alors, donc là, alors on enregistre, t'avais déjà 500%, donc j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de faire ce podcast à la limite pour soutenir. Mais en fait, il faut quand même... Pour que l'imprimeur, machin de ça. Et puis, à savoir que j'ai découvert grâce à ça... Alors, attends, on va peut-être finir. Attends, je vais dans l'ordre. Mais effectivement, ça fait plus de boulot parce que il y a 300 BD qui vont être dédicacés. Donc, ça veut dire qu'un jour, je vais aller à Marseille où il y a les stocks. Ouais. Et je vais dédicacer 300 BD avant que ça parte. Bien sûr, c'est moi qui ai décidé, mais bon, pour que le crowdfunding il fonctionne, il faut aussi donner de soi. Ce que tu ne fais pas avec un éditeur classique. Mais qui peut t'emmener quand même, te proposer de faire des tournées dédicaces, soit qui toi tu peux demander, mais parfois j'ai l'impression aussi que t'as, notamment avec la surproduction en fait dans le milieu de l'édition, que souvent t'as beaucoup en fait juste de BD qui sont pas accompagnés par les éditeurs. Oui, ça c'est sûr. Et où au final tu vas te retrouver toi-même à devoir assurer le service après-vente ou la promotion. Ouais. Sans avoir le soutien, alors que bon, après là dans la structure, j'imagine que de toute façon le contrat c'est toi qui vas quand même être le leader de ton projet là-dessus quoi. Mais après c'est une charge de travail qui est considérable en fait. Donc c'était ça aussi la question, parce que toi t'as quand même un nom, hein, on va le dire. Donc j'ai envie de dire que t'aurais pu proposer, vu que cette BD vu que 50 francs et 41 € ont bien marché à l'époque de la sortie, que t'aurais pu simplement te dire je vais je sais pas, aller chez Delcourt et proposer le projet. J'ai proposé chez Delcourt. J'ai proposé chez Delcourt et en toute honnêteté on m'a proposé 3000 € pour faire l'album de 300 pages. Donc 200 pages déjà prêtes, mais 100 pages supplémentaires à faire quand même. Et là, j'ai dit, mais non. Ouais. Non. Et donc je pense. Mais c'est bizarre parce que vous travaillez ensemble depuis très longtemps quand même. Ouais, mais je pense. Après. Et t'as le passif, enfin t'as le passif de tes succès chez eux, en créa chez eux, t'as le passif de ton succès chez Chantal Alexa. Un éditeur reste un éditeur, c'est-à-dire qu'un éditeur qui te dit non, c'est pas forcément que ton travail est nul. Un éditeur qui dit non, ça veut dire que ton travail ne lui parle pas. Ouais. Souvent, les gens qui vont voir les éditeurs, ils se disent il a refusé mon travail, donc je suis une merde. Non, cet éditeur-là n'a pas aimé ce que tu lui as présenté,
Ou ne sait pas comment le vendre, ou voit pas son potentiel. Ouais. Voilà. Moi, je pense que Guy Delcourt s'est dit, je sais pas comment le vendre. Je pense qu'il s'est dit, ça me parle pas. Je veux pas perdre des vies parce que il est éditeur chez nous aussi. Il y a la petite. Oui, tu gères une collection. Moi, j'ai une collection BD, ouais. Donc, je vais lui proposer une somme. Bon. Non, c'était pas la bonne somme. C'était pas. Ouais, mais d'un autre côté, bon, ça veut dire oui si tu veux, mais je m'en fous, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait. Bon. Voilà. En plus, il faut savoir que Marion, qui est l'éditrice des carnets que tu as vu là, maintenant travaille avec Exemplaire. Okay. Donc ça veut dire que je pouvais travailler avec l'éditrice originelle sur le 3e carnet. Donc ça m'a donné un peu plus envie. Et puis j'ai toujours eu envie de tester le crowdfunding. Ouais, c'était quelque chose que tu as vu évoluer, parce que c'est une scène qui a évolué quand même pas mal ces dernières années, justement. Ouais, il a fait depuis 5 ans, et puis Maliki a lancé le truc de ouf. Hein, voilà. Mais je découvre aussi les déboires de ce truc-là. Par exemple, là, on parle de 500%. Ouais. Donc 500%, c'est 50 000 euros. C'est beaucoup. Ouais. Et en même temps, c'est 1000 albums. C'est-à-dire que normalement, quand je fais une BD chez Delcourt, on produit 5000 albums, j'en vends 3005, et puis au bout d'un moment, j'en vends 5000 sur les petites séries. Et puis quand c'est la petite mort, des fois, t'es à 40 000. Voilà, t'es content. Voilà. Ouais. Sauf que là, en fait, l'imprimeur te coûte moins cher, plus t'imprimes de BD. Oui. Sauf que là, vu qu'il n'y a que tes fans ultimes qui entendent parler du truc, bah, t'as beau avoir 500%, ça reste que 1000 albums. Ouais. Et 1000 albums chez un imprimeur, ça coûte plus cher que d'en tirer. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, au final, l'impression coûte une blinde. Et alors moi, depuis qu'on a dépassé les 450%, c'est intéressant pour moi. Mais c'est pas forcément le truc ultime, tu vois. En fait, le pourcentage te permet quand même de vendre une forme de success story, mais qui est quand même en deçà de la réalité vraiment de ce que ça représente. C'est-à-dire qu'on avec le temps de travail, avec le truc, pour l'instant, je trouve que c'est un équilibre avec l'édition classique, en tout cas pour moi. Ouais. Voilà. Ce que j'allais dire, parce que vu comment t'en parles, tu te dis aussi, mais alors pourquoi t'as quand même décidé, alors certes, tu voulais tester tout ça, mais tu dis quand même, pourquoi vouloir s'entraîner dans ce genre de choses, ou non, surtout que t'as aussi quand même le risque, parce que là. Il y a le risque de l'échec. Parce qu'on aurait pu faire ce podcast où on aurait dit, vas-y, t'as 80%, c'est chaud, quoi. Oui, bien sûr. Donc, non, bien sûr, il y a risque de l'échec. En fait, c'est un autre moyen d'éditer qui est hyper intéressant aussi, et qui demande une énergie différente, mais qui t'apporte une angoisse différente aussi. Voilà. Et pourquoi on est là aussi, tout ça, parce que moi, j'aimerais que cette BD soit lue par le plus grand nombre. Et donc, moi, je trouve ça génial, en tout cas, Exemplaire, c'est que c'est pas un crowdfunding. On dit crowdfunding depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est une précommande. Ouais. Moi, les crowdfunding... Parce que le bouquin est assuré de sortir quand même. Exactement. Si tu arrives au 100%. Ouais. Si tu arrives au 100%. Sinon, le bouquin sort pas. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de BD qui n'existent pas parce que les éditeurs veulent pas. Donc, c'est une manière d'exister autre. Et ça, c'est génial. C'est aussi un moyen de mieux rémunérer les auteurs. Parce que c'est vrai que plein d'auteurs sont très, très mal payés. Mais ça demande une énergie considérable et ça demande une angoisse autre à combattre. C'est autre chose, c'est différent. Moi, le seul truc qui me plaît avec Exemplaire et qu'il n'y a pas avec les crowdfunding classiques de bande dessinée, c'est que Exemplaire te permet d'avoir un stock. Et donc, même quand le crowdfunding sera terminé, si quelqu'un a envie de lire la bande dessinée, il pourra la commander chez Exemplaire. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui est quand même vachement bien. Parce que le truc qui fait peur avec un crowdfunding classique, c'est que la BD ne sorte que pour les 1000 personnes qui ont payé et personne pourra découvrir l'œuvre après. Et ça, je trouve ça triste. Ou ça fait, t'aimes pas que le projet ressemble plus à juste une édition limitée, en fait. Exactement. Surtout que tu as travaillé comme pour un album classique, quoi. Voilà. Et le truc qui a de bien aussi chez Exemplaire, c'est que tu as un pack libraire. Ouais. Les BD coûtent moins cher pour les libraires. Il y a 4 albums d'un coup.
pour que les libraires puissent proposer la BD en vente en librairie. Ouais. Parce que c'est ça aussi le problème, en guillemets, des crowdfunding, c'est que l'achat coup de cœur n'existe pas. Ouais. Des fois, tu es en librairie, tu vois une couverture qui te plaît, tu ouvres la BD, tu fais « Oh, tiens, ça pourrait peut-être plaire à Jean-Michel et c'est son anniversaire. » Et tu l'achètes. Là, avec ce genre de manière de vendre des BD, c'est un circuit qui squeeze un peu de façon le libraire, puisque même Oui. en fait c'est du direct to consumer, donc enfin c'est du B2C, donc c'est toi en tant qu'auteur qui propose ta BD directement à ton lecteur. Ouais. Effectivement, il y a moins d'intermédiaires, mais justement parmi ces intermédiaires, t'as les libraires qui sont quand même importants aussi dans le circuit Mais c'est pour ça que moi dans le j'ai... livre. Mais t'as toujours quand même, maintenant je le vois, enfin surtout les crowdfunding que moi je couvre sur la partie comics aussi, il y a à chaque fois des packs libraires quand même. Parce c'est que vachement bien. tu peux Là, plus te moi, permettre. j'ai envoyé des mails à tous mes libraires potes. Ouais. Et je leur ai dit, si tu prends des packs, je viens chez toi dédicacer, quoi. Ah, Ouais. tu le fais. Oui. En même temps, c'est comme ça que tu peux motiver aussi au succès, quoi. Mais alors sur le travail, du coup, t'es déjà au travail dessus. T'as déjà, parce que du coup, tu rajoutes une centaine de planches par rapport à avant. Ça, là aussi, les idées, tu les avais depuis assez longtemps pour pouvoir les coucher sur papier assez rapidement. En fait, j'écris, j'ai un document que j'écris, un document de travail, des vannes, des réflexions que j'écris depuis 2015 à peu près, voire même 2014, voilà, là où époque d'une grande histoire d'amour, voilà. Et j'écris tout, et je savais que ça allait me servir un jour, mais je savais pas comment. Et quand il y a eu cette idée de récupérer les droits des carnets, là, ça a commencé à devenir plus clair. Quand le titre Le Monopole du doute est arrivé, c'est devenu encore plus clair. Et depuis que le crowdfunding est lancé... Par contre, ça c'est un truc qu'il n'y a pas quand on est avec un éditeur classique. C'est-à-dire que tu as aussi l'énergie du crowdfunding. Et c'est-à-dire que, certes, je suis là à dire aux gens, un peu comme un marchand de tapis, achète ma BD, s'il te plaît. Et d'un autre côté, je suis tellement dans ma bande dessinée que tous les soirs, je suis sur Twitch à faire des planches. Je bosse plus là-dessus. En fait, j'ai mis tous mes autres boulots de côté. Et je pense que quand le crowdfunding sera fini, j'aurai quasiment 50% de la BD de fait. Parce que tu manges, tu penses, tu dors l'album. Non seulement pour dire aux gens, ça va être bien, mais aussi, ça met des trucs dans ta tête, ça éclaircit tellement de choses que c'est le moment pour écrire cette bande dessinée, c'est le moment pour la créer. Et je trouve que ça donne une énergie de dingue. Ça, par contre, ce truc-là, je l'ai jamais eu avec un autre éditeur. Voilà, avec un éditeur classique. Parce que tu signes ton contrat. Et après, t'as le temps. Et après, t'as le temps. Ouais. Et après, tu vois le temps qui réduit. Et à un moment, t'as peur. Et à un moment, tu t'y mets. Là, la BD, elle existe pour les gens. Ils ont envie qu'elle existe. Et cette énergie-là, tu la ressens. Et ça te donne encore plus envie de les surprendre, de les faire pleurer, de les faire angoisser, etc. Enfin, de jouer avec leurs sentiments, quoi. D'accord. Et c'est pas compliqué de te mettre en scène sur Twitch pour justement en train de dessiner Après, moi, j'ai un métier double. Hein. Moi, tous les matins avec Poulpe, on a une émission, on a Morning Gallery, où c'est un talk show. Donc, ça me... Ouais, mais là, les gens peuvent dire, vas-y, tes dessins, ils sont moches. Ah, il y a eu, hein. Ok. Il y a 2 jours, il y a eu... Putain, c'est mal dessiné. Ouais. Bon, voilà. Tu t'y fais, tu gardes... moi, mon dessin, je sais. Tu vois. Il y a qu'une fois où j'ai failli me battre un jour dans une dédicace. Vraiment, mais en fait, c'était horrible parce que le libraire faisait rien. Et c'était 2 jeunes qui vraiment passaient par là, c'est-à-dire que c'était pas du tout mon public, qui venaient pour voir les mangas, qui étaient vraiment jeunes, et qui se mettaient en face de moi, qui était en train de dessiner. Et ils me parlaient pas directement, ils se parlaient que entre eux, comme si l'univers n'existait pas. Et ils faisaient, c'est chum, hein. C'est chum. Hein. Et alors, tu acceptes ça... quelquefois 10 minutes. Et quand le truc dure pendant une demi-heure, il y a un truc vraiment... je me suis fait humilier au collège aussi, tu vois. Et quand des collégiens t'humilient et que personne fait rien, à un moment, tu lui dis écoute, je crois que ta mère, elle veut que tu rentres chez toi parce que vu que je l'ai niqué ce matin, elle avait envie de te revoir très vite. Pas les mamans. En fait. Et alors là, j'ai senti que j'avais touché. Juste comme lui avait touché juste. Hein. Bah, mais faut pas, je lui ai rendu son truc. Et là, ça a failli partir en vrille. Ouais.
Non, mais faut pas, les mamans, c'est pas c'est pas du tout. Oui, mais pas... ça aurait pu. Oui, oui. Je veux dire, vu son âge, j'aurais pu niquer sa mère. Ok. Pardon. Non, mais qu'est-ce que tu peux un peu dire juste encore pour en ouverture un peu pour dire vraiment de quoi vraiment tu veux parler dans la partie Monopole du doute. Ouais. Alors, le Monopole du doute, ça va être toute la BD au final. Hein. Mais en gros. Enfin, la partie inédite. Alors. La partie inédite. En fait, vous allez voir, hein, ça va surprendre des gens, mais j'ai donc passé 11 ans en psychanalyse avec un psy qui est une femme. Hein. Spoil, c'est une femme. En fait, j'en ai fait un homme dans la bande dessinée. Et bizarrement, ses propos passent mieux parce que c'est un homme. Là, je ramène d'autres propos que j'ai notés à l'époque, qui sont des vrais propos que cette psy me tenait. Que tu les notais à chaque fin de séance alors? Ouais, okay. Chaque fin de séance. Et à mon avis, vous allez tomber des nues. Voilà. Et ça amène à un truc où j'ai arrêté la psychanalyse pendant 2 ans. Et ça a créé une énergie positive, folle, d'arrêter. C'est-à-dire que t'y vas pour être sauvé. Et après, c'est comme t'es prisonnier. Voilà. Parce que l'autre, tu sais, il y a un truc qu'on appelle comment ça s'appelle, le transfert. Même si moi, le transfert n'avait pas trop marché. Hein. Mais il y a un truc de transfert, tu vois. Et quand, bizarrement, t'arrêtes de ton propre fait, moi, ça m'avait foutu une énergie de... Mais en fait, ça va, mais je peux être en couple, en fait. Et je me suis mis en couple, et le couple qui a le plus duré depuis des années, etc., etc. Je raconte ça dans la BD. Et je raconte aussi comment on se fait rattraper par nos démons. Voilà. Et ça parle d'une histoire d'amour qui s'étale sur 8 ans aussi. Voilà. C'est jamais un problème pour toi de dire que, vu que tu parles quand même de personnes réelles, que les gens vont reconnaître, notamment plus ton entourage forcément, ou même les gens qui ont suivi, c'est pas un danger parce que tu mets aussi en scène des situations parfois assez crues aussi avec d'autres personnes et tout ça. T'as jamais... Alors là, c'est inédit pour Monopole du doute. Pour Monopole du doute, j'envoie les planches à chaque personne. Ouais, pour leur... ok. Ouais. Pour valider, vu qu'on est 2 et qu'on a chacun une vérité, même quand on est 2, pour que la personne me dise je suis OK avec ce que tu dis, ou je suis OK avec ce que tu délivres. Alors forcément, je donne pas les noms. Bien sûr. Mais effectivement, les 2 personnes à qui j'ai envoyé, qui sont a priori des filles, se sont reconnues. Voilà. Et dans mon entourage, oui, ils vont savoir de qui je parle, bien entendu. Oui. Même peut-être un peu plus que mon entourage. Ouais. Avec des gens qui gravitent dans mon métier vont même reconnaître des filles de notre métier ou des choses comme ça. Ouais. Mais c'est pas un dent, enfin... Alors moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Après, c'est plus, peut-être, les filles, il faut qu'elles soient OK avec ce que je dis. Mais en général, ces BD-là, je tire plus sur moi que sur les autres. Ouais, puis j'ai envie de dire que le but, c'est pas forcément d'aller savoir qui c'est, mais puisque tu pars quand même juste de toi, surtout en priorité. En fait, c'est surtout le rapport à l'humain, le rapport au couple, le rapport à être un homme aujourd'hui en 2022, à savoir si tu veux des enfants ou des choses comme ça, qui sont des choses qui touchent tout le monde. Ouais. Plus que dire le côté ragot, etc. Mais par exemple, je dis à un moment, je dis que je parle de la rupture de Poulpe et moi qu'on a eue en 2013, voilà, qui maintenant est finie, tu vois, mais il y a eu quand même une rupture. Bon, j'en parle un peu dans la BD et je pense que des gens vont avoir envie de voir comment ça s'est passé, etc. Mais j'en parle, mais j'en parle pas pour parler de ça, j'en parle pour expliquer qu'est-ce qui te détruit peu à peu, qu'est-ce qui fait perdre ta confiance en toi. Parce que quand tu travailles avec quelqu'un depuis des années et que la personne ne travaille plus avec toi, la première idée que tu as, c'est « je suis une merde ». Si cette personne ne travaille plus avec moi, c'est parce que forcément, je suis moins drôle, je suis pas drôle, j'ai raté ça, j'ai machin ça. Sans penser qu'à un moment dans ta vie, tu as des envies et que l'autre a d'autres envies. Ce qui peut être carrément, plus crédible, finalement, que t'es une merde et l'autre est pas une merde. Mais je parle de tout ça pour parler de nos faiblesses, en fait. Enfin, des miennes, avant tout. Ok.
Très bien. Voilà. Écoute, merci beaucoup de nous avoir quand même consacré quasiment 1 heure pour parler bande dessinée, création. Merci à toi d'avoir pris 1 heure de trajet pour venir. Aussi, oui, écoute, il faut faire le taf, clairement. Et en tout cas, on espère que cette émission vous a plu. Comme je l'ai dit en préambule, on sort un petit peu de notre ligne éditoriale habituelle, mais voilà, pour parler de création de bande dessinée, des différents modèles d'édition. C'est vrai que c'est des sujets qui nous tiennent aussi à cœur et qu'on aborde très souvent dans le reste de nos émissions. Et puis, je suis aussi un fan de comics, j'adore Spider-Man chez DC. T'as pas besoin de faire le marchand de tapis quand même, en fait. Non, mais je faisais une blague, t'as pas entendu ma blague. C'était quoi la blague? J'adore Spider-Man de chez DC. Ah oui, non, ah là là. Du coup, je vais pas mettre ce podcast en ligne, David. Merci beaucoup. Ce genre de blague n'est plus toléré. Bref, on espère en tout cas que ça vous a plu. On vous invite à faire un tour sur le site des éditions Exemplaires puisque la campagne finit à l'heure où on poste ce podcast là dans 5 jours. Donc vous avez encore 5 jours pour aller faire un tour. Le lien est dans la description du podcast. Et puis si vous l'écoutez plus tard, de toute façon, ça reste une émission intéressante pour parler simplement de création avec Davy Mourier. Donc que l'on remercie une nouvelle fois d'avoir été avec nous. Merci. On vous rappelle que pour faire vivre ce podcast et faire découvrir le travail des personnes qui y viennent, la meilleure chose à faire, c'est de les partager partout sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous n'importe quand. Ça ne mange pas de pain. Et puis des gens que vous connaissez pas dans le tram. Oui, par exemple. Clairement. Et on a également une page Tipeee qui est ouverte H24 pour pouvoir soutenir l'effort, notre travail et notre production. Et vous pouvez aller faire un tour également. Merci de nous avoir écoutés. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Davy, salut. Salut.